Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Lundi soir, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour revenir sur toute l'actualité marquante du week-end sportif vendéen. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes et pour démarrer, je vous propose de découvrir sans plus attendre le sommaire de cette émission. Un 85 chrono et une partie largement dédiée au basket pour démarrer. En Ligue féminine, La Roche Vendée Basket se déplaçait à Landerneau pour le match de la peur de cette 14e journée. Deux options, sombrer au classement ou entrevoir l'espoir d'une remontée. En National 2 masculine, duel là aussi primordial en vue du maintien pour Saint-Georges-Montaigu face à Niort. Un cran plus bas derby de N3 féminine entre Chantonnay-Saint-Germain et Riévy. Le CSG voulait sa revanche. Riévy espérait se maintenir sur le podium. Du football aussi avec un match en retard en National 2 pour les Herbiers face à Romorantin. Période plus délicate pour le VHF, mais le compteur à points continue de tourner. Enfin, direction Cugan pour la 15e édition des Foulées du Mingo. Un chrono canon pour le vainqueur de l'épreuve Rennes. C'est ce que vous verrez. Voilà le menu de cette émission. Je vous propose désormais de passer à table. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024 et 85 chrono, ça démarre tout de suite. Le premier de nos trois rendez-vous de basket nous emmène en terre finistérienne. Hier, dimanche après-midi, La Roche Vendée Basket retrouvait la Ligue féminine pour la 14e journée du championnat. Le match à ne pas perdre, les deux équipes le savaient. Landerneau et Lanterne Rouge, le RVB c'est avant-dernier. Malheur aux vaincus. Et dans ce duel de mal classés, ce sont les Lyonnaises qui vont attaquer la rencontre de la meilleure des manières. Après 4 minutes, les joueuses de Manu Body créent un premier écart, 15-4. Tiffany Clark met les siennes sur de bons rails. Supérieur collectivement, le RVBSC termine logiquement le premier quart-temps devant, plus 10, 29-19. Mais la Grinta des Finistériennes va offrir un tout autre deuxième quart-temps. Woolfolk et Akator règlent la mire et Landerneau intensifie le rythme défensif de la partie. Les Bretonnes retournent la table et prennent l'avantage à la pause, 43-41. Les deux formations restent au coude à coude dans le troisième quart-temps, mais le score tourne en faveur des Landernaises, puis des Lyonnaises, puis l'inverse. Mais ce sont finalement les Tigresses qui posent leurs griffes sur le troisième quart-temps pour un petit point, 59-58. Il reste 10 minutes à jouer, le suspense est total. Le Money Time va sourire aux Vendéennes. 2 shoots à 3 points de Ousfar permettront au RVBC de s'imposer à l'issue d'une dernière minute irrespirable. La Roche l'emporte 78-75 face aux Bretonnes qui restaient alors sur 2 victoires de suite. Une victoire précieuse et c'est un euphémisme dans l'optique du maintien. On va le voir justement au classement. Après 3 défaites consécutives en championnat, les Tigresses retrouvent donc des couleurs. Cette victoire permet à La Roche de gratter une place et de prendre la 10e position à l'issue de cette 14e journée. Le RVBC reste, vous le voyez, dans la zone de play-down, mais revient à 2 points de Charleville-Mézières, première équipe située hors de la zone rouge. Autre résultat, en National 1 masculine, la 22e journée a souri aux deux formations vendéennes. Samedi soir d'abord, les Sables Vendée Basket se sont imposés devant leur public salle Beauséjour face à Rueil-Malmaison. Succès 77-65. Cela permet aux Sablés de faire 2 bonds en avant et de passer de la dernière à la 12e place. Et puis enfin, là aussi, samedi soir, du côté de Berck, le Vendée Chaland Basket repart du Pas-de-Calais avec la victoire 93-77. Remontée aussi pour le VCB avec une 8e place au classement. On poursuit notre tour des parquets de basket en images. Samedi soir, la 15e journée de National 2 masculine offrait un duel de mal classés et un match important donc en vue du maintien là aussi. Le Saint-Georges-Montaigu basket 8e affrontait Niort 12e. Seulement 2 petits points séparent les deux formations avant le coup d'envoi. L'entame de partie est à l'avantage des visiteurs maillot noir. Niort va rapidement créer un premier écart de 6 points, 13-7. Un écart qui va se maintenir et permettre à la formation des Deux-Sèvres de mener à l'issue du premier quart-temps 25-19. Les Georgeois ont du répondant et prennent l'avantage en début de deuxième quart-temps. Le score est alors de 27-25. Mais rapidement, les Ducks niortais enchaînent et se montrent plus en réussite dans les différents secteurs de jeu. Les hommes de Paul Ravon manquent leur fin de première période et sont logiquement derrière à la pause. Plus 12 pour Niort qui mène 45-33. Au retour sur les parquets, c'est Saint-Georges-Montaigu qui prend rapidement l'ascendant. Les Vendéens sont plus tranchants et incisifs et cela paye. En 10 minutes, les Georgeois ont presque parfait leur retard. Niort n'est plus devant que de 2 points,
à 51. Mais malgré un bon début de quatrième quart, les locaux vont se montrer fébriles sur certains moments clés. Saint-Georges a peut-être laissé trop de force dans la bataille pour tenter de recoller à la marque. En manque de réussite, les Vendéens ne reviendront pas et échouent à 5 longueurs de leur adversaire du soir. Défaite 73 à 68. Le groupe de Paul Ravon enchaîne un 4e revers consécutif. Mais la fin de saison est encore longue, de quoi rassurer le coach des Georgeois qui était au micro de Sandrine Pelletier, suivi de son homologue niortais. On rate un petit peu, on va dire, pas forcément notre entame de match, mais notre deuxième quart. Deuxième mi-temps, on revient bien. Après, sur certains moments clés, on est un peu fébrile, on rate certaines petites choses. On a été dominé un peu dans l'impact physique, laissé beaucoup de secondes chances par moment. Après, on laisse filer un match qu'il fallait prendre. Sur certains moments clés, on ne met pas les tirs, on perd des petites balles, mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Là aujourd'hui, on enchaîne une nouvelle défaite. Il va falloir relever la tête et puis pas lâcher, comme c'est encore long. Il nous reste pas mal de matchs, donc maintenant il va falloir récupérer à l'extérieur ce qu'on laisse à domicile. On savait aussi que peu d'équipes étaient venues gagner ici, qu'il fallait qu'on soit solide, qu'on soit collectif. Et moi, j'aurais parlé beaucoup de la Vendée, de la salle, de l'ambiance. Je leur disais toujours, c'est un plaisir pour moi de revenir en Vendée, mais attention. Et on a su, c'était un des premiers objectifs, de par notre agressivité, c'est que la salle, elle n'a pas pesé. Elle n'a pas pesé comme elle a l'habitude de peser aujourd'hui, parce qu'on a mis l'agressivité, on a mis la main sur le match, même s'il y a eu un troisième quart-temps très approximatif où Saint-Georges peut nous faire encore plus mal. Mais en tous les cas, je trouve que c'est une victoire qui est tout à fait méritée et que notre attitude, notre solidarité en défense, notre niveau défensif nous a sauvés ce soir et nous permet de repartir avec une victoire. Un coup d'œil sur le classement de cette poule B en National 2 masculine. Je vous le disais, 4e revers consécutif pour le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket qui n'avance pas plus au classement. Les Georgeois restent 8e avec 21 unités à l'issue de cette 15e journée. En National 2 féminine, à présent, tout comme leurs aînés, mais cette fois samedi, l'équipe réserve de la Roche Vendée Basket jouait à Landerneau pour la 14e journée. Mais à l'inverse de l'équipe première, la jeune garde lyonnaise s'incline en Finistère, défaite 61 à 55 face aux Landernéennes. Le RVBC pointe en 10e position. Allez, jamais 203, notre 3e et dernier rendez-vous basket de ce lundi soir nous emmène sur les terrains d'un derby. Surtout, l'étoile Riévi se déplaçait sur le parquet du Chantonnay Saint-Germain Basket. C'était à suivre dimanche, hier après-midi, en National 3 féminine. Un match comptant pour la 14e journée du championnat et dans une salle de l'Épine à Chantonnay qui affichait une belle affluence. Les Chantonnaisiennes sont 6e, Saint-Hilaire 3e. Les Hilaroises s'étaient imposées au match aller et comptaient bien enchaîner un 3e succès de rang. Le début de rencontre est marqué par de nombreux shoots à 3 points convertis des deux côtés. Chantonnay en jaune, Riévi en bleu, et ce sont bien les visiteuses qui vont d'abord prendre le dessus. 10 premières minutes intenses et un quart-temps très prolifique, c'est le moins que l'on puisse dire. 25 à 22 pour l'étoile Riévi Basket. Le jeu s'enraye quelque peu dans le deuxième quart-temps et cela fait plutôt les affaires du CSG. Les Chantonnaisiennes font basculer le score en leur faveur, mené de 3 points. C'est désormais l'équipe de Cyril Arbeau qui fait la course en tête à la pause. Le retour sur les parquets, vous le voyez, va être marqué par une lourde blessure pour Valentine Massé du côté du Chantonnay Saint-Germain Basket. Plusieurs longues minutes d'interruption, mais la partie reprend. Riévi tente de parfaire son retard, mais moins en réussite. 53-48 toujours pour Chantonnay. Il reste 10 minutes. Le 4e quart-temps sera à l'image du précédent, plus haché, ce qui s'explique aussi par une baisse d'intensité réciproque tant les deux formations ont démarré la rencontre tambour battant. Le CSG préserve son matelas de 5 points, bien emmené par Héloïse Bonin, 26 points au compteur, et prend sa revanche sur Saint-Hilaire. Victoire 62-57 des Chantonnaisiennes. En après-match, je vous propose de retrouver le coach vainqueur Cyril Arbeau, suivi de Miguel Rollet pour Riévi. Tous les deux répondaient aux questions de Sandrine Pelletier. Match compliqué, on s'y attendait. Nous, on avait une petite revanche à prendre sur nous-mêmes par rapport au match aller où on avait été mis en difficulté par les choix tactiques de Riévi. Mais voilà, on a fait une très bonne semaine d'entraînement après 3 semaines sans compétition. On a bien débuté le match, après on a eu un petit creux parce qu'on a un peu oublié les consignes. Mais non, mais la victoire est belle parce qu'en plus le scénario du match fait qu'on a une blessure, une ou deux filles qui sont un peu passées au travers, mais nos rotations ont fait qu'on a réussi à tenir la victoire et le match. On avait dit on essaie de les maintenir à moins de 60 points, c'est ce qui s'est passé à la fin du match, mais notre premier quart-temps n'était pas défensivement
on n'était pas bien en place et elles ont profité un peu de ces errances-là. Mais oui, effectivement, c'est un secteur dans lequel on travaille énormément, le shoot. Et aujourd'hui, ça a payé et tant mieux. On a fait un très très bon début de match. Je pense que les deux équipes sont rentrées vraiment dans un match très offensif et avec beaucoup d'envie et de cœur. Et on a vu un très beau premier quart-temps. Ensuite, on a vu que les deux équipes commençaient à se tendre un petit peu. Le jeu était un peu moins plaisant, mais après ça se rendait coup pour coup. On a réussi à prendre les devants, mais on n'a pas réussi à tenir jusqu'à la mi-temps. Et ensuite, on a vu que sur la deuxième période, le match était très très haché pour le coup. Et on a raté beaucoup de lancers francs, ce qui fait que sur ce match-là, on ne mérite pas de le prendre à la fin. On a beaucoup de blessés en ce moment. On essaie de faire le dos rond, on va dire. Mais voilà, on s'entraîne moins bien et ça se ressent, je pense, dans le rythme de jeu où on a vu qu'on était un petit peu lent dans l'action. Un petit peu en retard par rapport à cette équipe de Chantonnay qui a fait ce qu'il fallait pour aller la chercher. Victoire de Chantonnay-Saint-Germain, défaite de Riévy, mais les positions au classement restent inchangées. Le PSG se maintient en 6e position. Saint-Hilaire reste sur le podium. Dans ce groupe D également, à noter la défaite des Herbiers, 77-58 à domicile face à Choret. Les Herbretaises sont désormais 10e. Et puis dans le groupe E, le Smash s'est lui imposé 55-50 face à Saint-Rogatien-Nantes et reste aussi 10e de sa poule. Direction à présent les terrains de football et le championnat de National 2. Samedi soir se tenaient plusieurs rencontres en retard de la 9e journée. Rencontres parmi lesquelles figurait celle des Herbiers opposés à Romorantin au stade Massabielle. Deuxième rencontre de suite à domicile pour des Herbretais qui, on le sait, restent invaincus depuis la mi-septembre. Les Herbretais vont vite se mettre en action. 3e minute, Lavenant au centre, Brélivet à la réception, mais sa tête n'est pas cadrée. Le VHF domine. 14e minute, sur une aile de pigeon, Nilor trouve Soukouna qui remise pour Lucas Dory. Le numéro 10 expédie le ballon dans les filets adverses à 1-0 logique pour les Herbretais qui prennent les devants. Bien qu'installé dans un faux rythme après cette ouverture du score, le VHF tente de nouveau, cette fois de loin, mais Youssouf Soukouna ne cadre pas sa tentative. Romorantin va réagir quelques minutes plus tard. La talonnade de BAK trouve Jean-Baptiste Gérard, mais sa frappe passe à droite de la cage herbretaise. Dans la foulée, après un duel remporté sur Alexandre Lavenant, Johan BAK s'avance et vient mettre Hamelin à contribution sur une lourde frappe. Dans la foulée, BAK prend une nouvelle fois le meilleur sur l'Avenant et force une deuxième fois Théo Hamelin à la parade. 2 arrêts qui permettent aux Herbiers de préserver le court avantage d'un but à 0 à la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs poursuivent sur leur lancée. Ce coup franc de Gérard revient dans les pieds de Jordan Popino, mais Hamelin est de nouveau vigilant. Les Romorantinais poussent et vont finir par percer la défense des Rouges et Noirs. Johan BAK trouve finalement la faille face à Hamelin et offre l'égalisation à son équipe, 1-1 à la 50e. Les Herbiers vont tenter d'arracher la décision, mais Romorantin est bien plus tranchant. Arzalaï est tout proche de mettre les siens devant Hamelin, une nouvelle fois décisif. Et dans le temps additionnel, les Loir-et-Chériens ont la balle de match. Popino, mais Hamelin s'interpose une nouvelle fois. Résultat final 1-1. À défaut des 3 points, les Herbretais sauvent un point précieux. Réaction des deux coachs, à commencer par celle de Laurent David, côté VHF. Propos recueillis par Ambroise Robet. Ça fait 2 matchs où c'est difficile, mais on ne perd pas. Donc la semaine dernière, on a été mené au score très vite. On a dû s'arracher pour aller chercher les choses et revenir au score. On aurait peut-être pu l'emporter aussi sur la fin de match. Et puis ce soir, on n'a pas réussi à contenir l'adversaire malgré l'ouverture du score. Et bon voilà, il y a forcément des regrets, mais j'en veux pas aux joueurs parce qu'ils donnent beaucoup et il y a des périodes dans une saison qui sont plus délicates. On est dans une période délicate, mais dans cette période délicate, on ne perd pas. Le dernier quart d'heure, il est un peu bizarre parce qu'on a tellement voulu essayer d'aller gagner le match qu'on aurait pu le perdre. Et heureusement que Théo Hamelin a été très efficace sur 2-3 situations. Donc d'un point de vue comptable, c'est pas si mal, même si ça fait 2 matchs qu'on est un petit peu, je dirais, dans le dur, mais au bout du compte, on a 4 points d'avance ce soir sur les deuxièmes. Donc c'est quoi qu'il arrive un bon point, même si bien évidemment on aurait aimé mieux. On a eu un début de match difficile, un premier quart d'heure difficile, où d'ailleurs on encaisse ce but au bout de 13 minutes, il me semble. Voilà, sur la deuxième mi-temps, beaucoup plus de maîtrise technique et on revient logiquement au score. On a même, je pense, beaucoup plus de situations franches que notre adversaire ce soir. Ce qui fait qu'on a même un peu de frustration parce qu'on a une très grosse situation à la 93e minute. Et l'aspect psychologique qui nous avait fait défaut la semaine dernière a été prépondérant ce soir pour pas sombrer justement sur ce début de match qui était difficile et pouvoir reprendre certaines maîtrises et revenir logiquement au score.
Les Herbretais enchaînent donc un deuxième match nul consécutif à domicile au classement. Ce point permet tout de même au VHF de continuer de creuser l'écart. À l'issue de cette 9e journée en retard, les Rouges et Noirs restent en tête de leur groupe avec 26 points. Je vous propose désormais de nous arrêter sur le championnat de N3. Là aussi, des matchs en retard se jouaient samedi. Rencontre de la 7e journée au stade Jean Léveillé. Chaland l'emporte 3-0 face à la réserve des Chamois niortais. Chaland gagne 2 places et sort de la zone de relégation. Un succès qui place en revanche la Châtaigneraie un cran plus bas en 11e position en premier non relégable à l'extérieur. Autre très bon résultat, celui du Poiré-sur-Vie qui s'impose 3-0 face à Chorel. Les Genoux récupèrent le fauteuil de leader. Fontenay reste 6e. Les Sables FCOC, lanterne rouge. Un détour à présent par le rugby et la Fédérale 2. Fin de série pour le FC Lyonnais après 2 victoires consécutives. Hier, dimanche après-midi, le FC grec s'incline 17-13 sur la pelouse de Surgères. Le FC Lyonnais se maintient en 10e position comme premier non relégable. Et puis 2e classement rugby en Fédérale 3. Un étage plus bas, le match qui devait opposer la Baule au RC Sablé n'a pas eu lieu en raison du forfait des Baulois. Victoire donc sur tapis vert 25-0. Le RC Sablé est seul leader de son groupe après 11 journées. Avant d'enchaîner, 2 résultats de rink hockey à vous communiquer. Pas de championnat ce week-end, vous le savez, puisque se tenait le 8e de finale retour de la Coupe de France pour nos 2 formations vendéennes encore en lice. Ça passe sans trembler pour la Vendéenne, vainqueur à l'aller déjà 5-1 face à Villejuif. Les joueurs de Marc Salicru s'imposent 5-2 au match retour et seront donc au rendez-vous des quarts de finale. Ce sera face à Saint-Omer, tenant du titre. Et puis en revanche, fin d'aventure pour le Poiré-sur-Vie après le nul obtenu à l'aller 7 partout. Les Genoux s'inclinent 3-2 face à Roubaix, 10-9 sur le score cumulé des 2 matchs. Avant de prendre la direction de Cugand pour la course à pied, dernier point classement avec celui de la division 2 en hockey sur glace. Samedi soir, le Hogli se déplaçait sur la patinoire des Français volants et comme à l'aller, les Parisiens l'emportent, victoire 4-1. Position inchangée pour les 2 clubs, les Parisiens restent en première place. Le Hogli est dauphin à 6 longueurs. Je vous le disais, l'épilogue de ce 85 chrono nous emmène à Cugand, dans le Nord Vendée, bien évidemment, si là-bas que se tenait dimanche la 15e édition des foulées du Mingo. Et pour souffler ces 15 bougies, l'événement organisé par l'AMA, l'association Mingo Athlétisme, proposait 4 parcours de trail, tous avec des nouveautés sur 10, 17, 27 et 37 km. Vous le voyez ici, il faisait encore nuit hier dimanche matin quand les 184 coureurs du 37 km se sont élancés du départ installé à l'espace culturel du Douai. Les 3 autres départs se sont ensuite échelonnés toutes les demi-heures. Au total, 1500 participants sur ces foulées du Mingo version 2024. Un parcours qui empruntait le bord de la Sèvre sur un terrain plutôt gras, habitude des trails vendéens. Et dès le départ, sur la catégorie reine du 37 km, l'issue n'a fait que peu de doutes. Un homme s'est échappé en tête pour ne plus jamais la perdre. Cet homme, c'est Julien Cougnot. Ici à l'image, le Vendéen s'impose en 2h28 minutes et 56 secondes. Plus de 11 minutes d'avance sur son poursuivant. Antoine Hervouette de la BV Montaigu est deuxième. David Rétière du VHS complète le podium. Chez les féminines, le meilleur temps est signé Gadig Le Gallio en 3h27 minutes. Jessica Marie et Dorothée Lancien s'adjugent la 2e et 3e position. Au micro d'Ambroise Robet, je vous propose de retrouver d'abord Damien Bouillot, organisateur de l'événement. Il est suivi du vainqueur et habitué des trails et des épreuves longue distance, bien entendu, le Vendéen Julien Cougnot. Tous les ans, on retrouve tous les coureurs de la région et marcheurs autour de notre événement qui se passe autour de la Sèvre. On mise sur toujours garder une bonne ambiance familiale. On veut garder quand même des courses populaires avec faire connaître aussi nos beaux chemins du secteur. Et on a aussi un partenaire important qui est Cap pour la Vie, à qui on remet un chèque tous les ans d'€1 par participant. Et Cap pour la Vie remet aussi ce chèque à l'EMA, au CHU Nantes et La Roche-sur-Yon. Alors ce parcours, il suit la Sèvre. Alors forcément, on est aussi lié un petit peu au débordement de la Sèvre certaines années, comme cette année, où on a eu un problème de passerelle qui a été endommagé. Donc on s'adapte, mais c'est vrai qu'en fonction des éditions, ça change. On essaye d'avoir les coteaux, la Sèvre, des endroits plus ou moins humides. Mais c'est le plaisir aussi de la course trail et le plaisir des coureurs de venir à Cugand. Ouais, c'est la première fois que je viens ici à Cugand, faire les foulées du Mingo. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié de venir ici courir. Dans l'ensemble, j'étais assez régulier. Je tapais dans les montées. J'ai pas attendu. Il n'y avait personne avec moi, donc du coup je savais que j'allais gagner assez tôt. Mais j'ai rien lâché pour faire en gros un bon entraînement au moins pour la suite. C'est vrai qu'il y a du monde sur tout le parcours à encourager. Le fléchage est vraiment bien, parfait. Ouais. J'ai vraiment pris du plaisir à venir ici ce matin. Quand ça se passe bien, on est toujours ravis de revenir, donc c'est sûr que je reviendrai. Ouais.
Allez, toujours en course et en athlétisme, plus particulièrement une information qui concerne Louise Maraval. La licenciée de l'Entente Sèvres a réalisé ce week-end sur le meeting indoor de Nantes son nouveau record personnel sur 400 mètres avec un chrono de 52 secondes et 58 centièmes. Avec ce chrono, Louise Maraval signe la deuxième meilleure performance française de l'année. De très bon augure donc avant les prochains championnats de France élite des 17 et 18 février prochains. Comme la semaine passée, on se quitte avec quelques images de voile, des images de l'Arkea Ultimate Challenge, course autour du monde en solitaire, à bord des maxi trimarans de la catégorie ultime. 22e jour de course ce lundi et premier abandon, celui de Tom Laperche sur son trimaran SVR Lazartigue. Les dégâts notamment au niveau du puits de dérive ont été jugés trop conséquents pour pouvoir repartir. Tom Laperche avait fait escale au Cap, on le rappelle, en Afrique du Sud depuis mardi 23 janvier. Ils ne sont plus que 5 en course. Charles Caudrelier est toujours en tête de la flotte sur Maxi Edmond de Rothschild. Il est suivi ici par Thomas Coville que vous voyez sur son Sodebo Ultime 3 et puis Armel Lecléache sur Maxi Banque Populaire 11 complète le podium. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 29 janvier 2024. Prochain rendez-vous dès jeudi avec Aurélien Huard dans 85 chrono. D'ici là, très bonne fin de soirée à tous et belle semaine sur TV Vendée.